Bonsoir à vous si vous nous rejoignez sur CNews. Bienvenue dans Soir Info Week-end. Avant d'entamer nos débats, un rappel des principales actualités avec Anne Maquignon. Bonsoir Florian et bonsoir à tous. À Irun, dans le Pays Basque, un centre de vaccination a été incendié la nuit dernière. Un acte intolérable selon le ministre de l'Intérieur. La police judiciaire de Bayonne est chargée de l'enquête. Les auteurs devront être sévèrement punis selon Gérald Darmanin. En France, retour des restrictions, le retour de vacances se complique pour les voyageurs dans les aéroports. Un test de moins de 24 heures est désormais obligatoire pour ceux qui reviennent de 6 pays, dont l'Espagne et Chypre. Dans les Pyrénées-Orientales, c'est le retour d'un couvre-feu pour les bars et les restaurants ce soir à partir de 23 heures. Au Royaume-Uni, nouvelle phase du déconfinement demain, en pleine flambée de contamination. 50 000 cas en moyenne recensés ces derniers jours. Le Premier ministre lui-même est placé à l'isolement. Il est cas contact, mais Boris Johnson reste persuadé que c'est le bon moment pour cette nouvelle étape du déconfinement. Et en Allemagne, Angela Merkel s'est rendue près de Bonn, dans une commune détruite par les inondations. La chancelière allemande parle de destruction surréaliste. Une centaine de personnes sont toujours portées disparues. Il faut selon elle tirer des leçons de ces intempéries et accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Vous en parliez à l'instant, Anne, dans les titres. La nuit dernière, dans la commune d'Urugne, dans les Pyrénées-Atlantiques, un chapiteau accueillant un centre de vaccination a été incendié. Un incendie volontaire, selon les premiers éléments de l'enquête. La commune espère reprendre le cours normal des vaccinations dès mercredi. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a qualifié ces actes d'intolérables. La police judiciaire de Bayonne est chargée de la poursuite et des investigations. Les auteurs devront être sévèrement punis, a expliqué le ministre de l'Intérieur. Le député de la circonscription, Vincent Bru, dénonce cette situation et cette violence. On l'écoute. Même si tout n'est pas brûlé, c'est le principe que je dénonce, c'est-à-dire cette situation qui effectivement est tout à fait anormale, de vouloir imposer ses idées, si bonnes soient-elles d'ailleurs, par des moyens violents. Je crois que ça ne fait pas honneur au Pays Basque, ça ne fait pas honneur à notre démocratie, et ce n'est pas du tout ce qu'il convient de faire. D'autres moyens peuvent être utilisés que d'avoir recours à des moyens violents. Pour tenter de contenir la propagation de l'épidémie, le gouvernement met l'accent depuis plusieurs jours sur la vaccination. Objectif, convaincre les indécis, ceux qui hésitent encore ou se posent des questions à se faire vacciner. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, alerte dans les colonnes du Parisien. C'est soit la vaccination générale, soit le tsunami viral. Pour lui, il y a aujourd'hui deux groupes parmi les Français, ceux qui veulent mettre fin au virus et travailler, et ceux qui se satisferaient bien de rester dans le chaos, selon lui. Analyse politique avec Élodie Huchard du service politique de CNews. C'est soit la vaccination générale, soit le tsunami viral, a prévenu le porte-parole du gouvernement. Un porte-parole qui tente d'inciter toujours plus à la vaccination, quitte à utiliser une pointe de mépris quand il vante d'un côté cette France laborieuse et volontariste qui veut mettre le virus derrière elle et travailler, quand en revanche il pointe du doigt une frange capricieuse et défaitiste, très minoritaire, qui se satisferait bien de rester dans le chaos et l'inactivité. Gabriel Attal vise notamment ceux qui sont contre le vaccin ou encore contre le pass sanitaire élargi. On le voit, il y a un changement de ton du côté du gouvernement envers ceux qui refusent coûte que coûte la vaccination. Entre ces deux France, il existerait encore des Français qui, pour l'instant, ne sont pas vaccinés, mais qui pourraient être convaincus parce que, plus que jamais, le gouvernement fait le pari de la vaccination. Il y a eu un effet après les annonces du président de la République. Plusieurs millions de rendez-vous ont été pris pour que les Français aillent faire leur première dose. Et puis surtout, ce que craint Gabriel Attal, c'est de devoir mettre en place de nouvelles mesures qui ne concernent que les non-vaccinés. Il ajoute, je le cite, « Ce qui exacerberait les tensions, ce serait de refermer des lieux à tous les Français, car une petite minorité ne veut pas du vaccin. » On le voit aussi, la crainte du gouvernement, c'est donc cette fracture vaccinale. Pour tenter d'endiguer l'épidémie, de nouvelles mesures sanitaires sont progressivement mises en place, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Première soirée de couvre-feu dans les restaurants et les bars. Anne. Ils doivent fermer leurs portes à partir de ce soir dès 23 h et ce au moins jusqu'au 2 août prochain. Le département des Pyrénées-Orientales fait partie des départements où les contaminations flambent le plus. Alors les habitants se ruent dans les centres de vaccination. Reportage de Clémence Barbier. Je vous laisse passer à côté pour qu'on vous vaccine. C'est la course contre la montre dans ce centre de vaccination de Perpignan. Depuis l'ouverture, les arrivées sont constantes. Allez, hop, le bras le long du corps.
La mise en place de nouvelles restrictions dans les Pyrénées-Orientales a poussé certains à se faire vacciner au plus vite. Qu'on le fasse maintenant ou plus tard, ce sera pareil. Au moins c'est fait et on sera libre. Quand on vient me voir, ils sont tous vaccinés. Moi, je n'étais pas vacciné, donc j'ai dit, il faut y aller, quoi. D'autres espèrent profiter de leur été et échapper peut-être à certaines restrictions. Ça me permettra en août de mieux profiter des cafés, des restaurants, des sorties, tout ça. Et vous avez le courage, je vais piquer. Une telle affluence dans les centres, une bonne nouvelle pour ces soignants. Si on veut réussir à avoir 90-95% de gens vaccinés, il faut qu'on le fasse le plus rapidement possible, de façon à ce que le Covid ne puisse pas muter. Le taux d'incidence atteint désormais dans le département 289 cas pour 100 000 habitants, ce qui en fait le plus élevé de métropole. Vous l'avez compris, le nombre de personnes contaminées continue d'augmenter. C'est le 3e jour consécutif où le nombre de cas enregistrés dépasse le seuil des 10 000. 12 532 contaminations précisément ont été recensées ces 24 dernières heures. C'est le nombre le plus élevé pour un dimanche depuis la mi-mai. En moyenne, 6 à 7 000 contaminations par jour cette semaine. La hausse du nombre de cas est de 105% cette semaine, une hausse inquiétante en pleine saison estivale et alors que de plus en plus de Français sont désormais vaccinés. D'après la Direction générale de la santé, le cap des 45% de la population totale à avoir reçu une vaccination complète a été atteint aujourd'hui. Alors, qui sont ces Français testés positifs au coronavirus? Ont-ils été vaccinés? Élément de réponse avec Özlem Ünal. Le constat est sans appel. Selon une récente étude, les non-vaccinés représentent 80% des cas positifs. Dans le détail, 14% ont reçu une première dose et 6% 2 doses. Quel est leur profil ? Selon les dernières données de Santé publique France, les plus contaminés aujourd'hui en France sont les jeunes. 149 cas pour 100 000 habitants chez les 20-29 ans, contre 15 cas chez les 60-69 ans. Les jeunes sont aujourd'hui les plus contaminés, c'est aussi les Français qui sont les moins vaccinés, avec une couverture vaccinale totale d'environ 30%, donc c'est inférieur aux tranches d'âge supérieures qui sont plutôt à 40%, 50%. 60% ou encore au-dessus. Quant au profil des personnes en réanimation, le ministre de la Santé affirme : la vaccination sauve des vies et sera le moyen d'en finir avec le Covid. En France, dans 30 gros hôpitaux, 100% des patients récemment admis en réanimation ne sont pas vaccinés. Un argument de taille pour booster la vaccination. Aujourd'hui, un peu plus de 29 millions de Français ont reçu leurs 2 doses. Au Royaume-Uni, malgré une flambée des nouvelles contaminations, Boris Johnson maintient la levée des dernières restrictions à demain, tout en appelant à la plus grande prudence. Le seuil des 50 000 contaminations par jour a été dépassé ce vendredi et ce samedi. Boris Johnson lui-même est forcé de s'isoler. Il est cas contact, mais il s'est dit convaincu que c'était tout de même le bon moment pour cette nouvelle étape du déconfinement. Les précisions depuis Londres de notre correspondante Marie Billon. Freedom Day, comme certains l'appellent, le jour de la liberté, c'est la levée de la plupart des restrictions dues au Covid. Il n'est plus obligatoire de porter un masque dans les lieux fermés. Il n'est plus obligatoire de suivre et de respecter les distanciations sociales, même si certains endroits, comme les transports à Londres notamment, ont décidé de demander aux passagers de continuer à porter un masque et à essayer de respecter autant que possible les distances dans les rames de métro. Mais cette décision de réouvrir le pays, le gouvernement l'a prise parce que 2 tiers des Britanniques ont désormais reçu 2 doses d'un vaccin. Mais c'est aussi une décision qui en inquiète beaucoup à cause de la remontée épidémique. Environ 50 000 nouveaux cas par jour. Le ministre de la Santé fait partie de ceux qui ont testé positif récemment. Boris Johnson, le Premier ministre, et son ministre de l'économie doivent s'isoler parce qu'ils sont cas contact. Et justement, Boris Johnson a publié une vidéo ce week-end pour appeler les Britanniques à profiter de ces libertés retrouvées. Mais il a aussi appelé à la prudence. Il faut penser aux autres et ne pas oublier que la maladie est toujours là. Suite aux inondations de ces derniers jours, Angela Merkel est venue constater les dégâts, notamment dans la commune de Schul, non loin de Bonn. Une partie de cette localité a été détruite par les inondations et les intempéries. Au moins 190 morts ont été recensés en Allemagne et en Belgique. Angela Merkel a parlé d'une destruction surréaliste. Elle a appelé à accélérer la lutte contre le changement climatique. Il faut, selon elle, tirer des leçons de ces intempéries. On l'écoute.
Les leçons à tirer de cet événement ne sont pas différentes de celles qu'on savait déjà. Nous devons nous dépêcher. Nous devons être plus rapides dans la lutte contre le changement climatique. Investir dans la lutte contre le changement climatique coûte cher, mais ne pas le faire aura un coût plus important encore. À la page sport, dernière étape du Tour de France ce dimanche. Sans surprise, c'est le Slovène Tadej Pogačar qui remporte cette édition. À 22 ans, le jeune prodige a réitéré son exploit de l'année dernière. Il devient donc le plus jeune double vainqueur de la Grande Boucle. La dernière étape, avec l'arrivée sur les Champs-Élysées, a été remportée par le Belge Wout van Aert. Et côté français, le premier au classement s'appelle Guillaume Martin. Il est arrivé à la 8e place. Merci beaucoup à vous, Anne Maquignon. On vous retrouve dans 1 heure pour un nouveau rappel des principales actualités. Quant à moi, je vous retrouve dans un instant pour aborder différents sujets avec mes invités, notamment la crise sanitaire, mais également la surpopulation carcérale. À tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Soir Info. Si vous nous rejoignez, au sommaire ce soir, la situation sanitaire qui se dégrade. Les derniers chiffres montrent que la dynamique épidémique est forte. Selon les chiffres communiqués ce soir par le ministère des Solidarités et de la Santé, 12 532 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés ces 24 dernières heures. 3e journée consécutive au-dessus du seuil des 10 000 cas. La redoutée 4e vague est-elle déjà là? L'accélération de la cadence de vaccination sera-t-elle suffisante pour limiter au maximum l'effet que cette dernière pourrait avoir sur le système hospitalier? On en débattra dans un instant avec mes invités. On reviendra également au tout début d'émission sur la situation carcérale en France. Selon les chiffres communiqués par le ministère de la Justice, le taux d'occupation des établissements pénitentiaires atteint 110%. Nous nous sommes rendus à la prison de Gradignan en Gironde où le taux d'occupation des cellules dépasse même les 200%. Face à ce constat, est-ce qu'il n'y a pas urgence à trouver des mesures alternatives à l'incarcération? C'est l'une des nombreuses questions que je poserai à mes invités, justement avec moi ce soir sur ce plateau. Paul Melun, essayiste et président de Souverain Demain. William T également, président du think tank Le Millénaire. Florence Portelli, vice-présidente libre de la région Île-de-France en charge de la culture. Bonsoir, mais également maire de Taverny. Et Jean-Michel Fauvergue, député La République En Marche de Seine-et-Marne. Je souhaitais aborder avec vous, premièrement, les conditions de vie des détenus dans nos prisons, conditions carcérales qui continuent de se dégrader, dues notamment à la surpopulation à la prison de Gradignan en Gironde. Le taux d'occupation des cellules, je viens d'en parler, dépasse les 200% et pourrait même atteindre des records cet été. Avec les fortes chaleurs attendues dès la semaine prochaine, les surveillants craignent une vague de violence sans précédent. Regardez ce sujet signé Antoine Estève. Nous n'avons pas eu l'autorisation de tourner à l'intérieur de la maison d'arrêt, mais tous les témoins affirment que la situation n'a jamais été aussi tendue. 3 détenus dans des cellules individuelles, des agressions en permanence dans les bâtiments les plus anciens. Marianne nous raconte la vie de son fils, incarcéré. On est comme des chiens, voilà ce qu'il m'a dit. C'est humiliant pour eux. Il fait très très chaud dans les cellules. Ils ont des ventilateurs, mais c'est tout quoi. Dans une cellule, ils étaient à 3, lui était par terre sur un matelas, pas d'armoire, rien, pour ranger ses affaires. Les surveillants dénoncent des conditions de travail déplorables. Je suis correct avec les mecs qui s'en foutent. Il y a des gens qui sont complètement perdus, complètement toxicos dans cette prison, comme partout ailleurs en France, dans les prisons carcérales. Donc du coup, les agressions sont de plus en plus violentes et gratuites. C'est devenu n'importe quoi, mais ils le savent, les politiques, ils le savent depuis longtemps. Un nouveau bâtiment devrait sortir de terre avant 2023, mais pour les surveillants, ça ne suffira pas. On refait des nouvelles prisons, mais on ferme les anciennes. Donc à l'arrivée, on a guère plus de place qu'auparavant. Donc il faut créer de nouveaux établissements et puis recruter beaucoup plus de personnel. Les syndicats affirment que l'augmentation inédite du nombre de personnes incarcérées pour violences conjugales aggrave la situation. L'administration pénitentiaire n'a pas souhaité communiquer sur ces informations. Jean-Michel Fauvergue, ce débat, on l'a depuis longtemps. Ce problème, il ne date pas d'hier. Non, ce problème ne date pas d'hier, pas même d'avant-hier. Il date de plusieurs décennies. Depuis 90, il y a plus de prisonniers que de places en prison, excepté en 2001. Tout à fait. Il y a plus de prisonniers que de places en prison, sauf à un certain moment où on en a libéré quelques-uns à la suite du premier passage du Covid. Il y a 15 000 places qui sont programmées, 15 000 places de prison qui sont programmées, donc sur le parc général, supplémentaire, pour répondre à ce que disait ce délégué syndical, 15 000 places supplémentaires. Ces places sont donc programmées, elles ont mis du temps pour un certain moment.
Les budgets étaient là, il a fallu trouver les terrains pour ces prisons-là. Il y a eu beaucoup de recours qui ont été faits parce que beaucoup de personnes veulent des places de prison, mais pas les prisons sur leur territoire en particulier. Donc c'est une vraie problématique. Mais il faut parler des places de prison, mais il faut parler aussi de l'incarcération elle-même. Effectivement, il faut que cette incarcération se fasse dans des éléments dignes, dans des conditions dignes. On l'a entendu dans ce reportage, on vit comme des chiens. Tout à fait, dans des conditions dignes. Donc, c'est un vrai problème. Il faut qu'on s'y penche et le gouvernement est en train de s'y pencher avec ses 15 000 places. Florence Portelli, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut construire à nouveau plus de places en prison ? Il y a plusieurs choses, mais déjà un premier diagnostic. Là, ce que vous avez montré dans votre reportage, c'est une maison d'arrêt. Et ce qui est très choquant, parce qu'il y a plusieurs types de prisons. Vous avez centrales, vous avez des gens qui sont condamnés à des peines assez lourdes. Vous avez les maisons d'arrêt, où là, ce sont des gens qui sont en préventive, qui n'ont pas encore été jugés. Donc certains d'entre eux, d'ailleurs, sont innocents ou présumés innocents. Et puis, c'est des gens, sinon, qui sont condamnés à des courtes peines. C'est pas plus de 2 ans, normalement, dans une maison d'arrêt. Donc en plus, ce qu'on a, c'est une surpopulation carcérale, avec des gens qui, finalement, en plus, sont soit innocents, soit, j'allais dire, amendable, c'est-à-dire le sens de la prison, le sens de la peine, c'est certes la punition, c'est protéger la société, mais aussi donner la chance à celui qui a failli de s'en sortir. Parce que sinon, humainement, ça n'a aucun sens. Donc là, ce qui est extrêmement choquant, en plus, même d'un point de vue au-delà même de problème de la dignité humaine, c'est qu'en plus, on est face à des gens qui sont en maison d'arrêt et non pas en centrale. Je ne dis pas que ce serait plus justifié ailleurs, mais pour que les gens prennent conscience, parce que parfois on entend des discours très populistes en disant la prison c'est l'hôtel, etc. Non, c'est pas l'hôtel. Et la prison, ça doit avoir un sens. Alors, outre ça, c'est vrai qu'après Nicolas Sarkozy, François Hollande a stoppé avec Christiane Taubira les constructions de prisons qui étaient prévues. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi renforcer tout ce qui est travail d'intérêt général. Et là, j'en parle d'autant plus volontiers que vous êtes dans le cadre d'une maison d'arrêt. Et d'ailleurs, avec Valérie Pécresse, pendant les régionales, elle a proposé une agence du travail d'intérêt régional. Moi-même, en tant que maire, j'ai été voir le procureur de la République de ma juridiction pour lui dire « Je suis prêt à prendre des tiges, donc des gens qui peuvent faire un travail d'intérêt général, dans ma collectivité parce que ça marche, parce que ça évite les sorties sèches, parce que ça permet à la personne de se réinsérer et d'être puni de manière intelligente. Je ne dis pas qu'il ne faille que ça, mais même ça, ça ne fonctionne pas, parce qu'après on en parlera, je vais laisser les autres parler, mais il y a le problème aussi du temps de la réponse judiciaire. C'est-à-dire que quand vous avez même un tige où en moyenne il y a 450 jours pour l'exécution d'un tige, les peines n'ont plus de sens. Les peines n'ont plus de sens et les gens sont broyés dans leur dignité. William Thès, c'est une question de dignité avant tout. Oui, tout à fait. On peut pas, même si on est en prison, on doit vivre dans des conditions dignes, même quand on a commis les crimes les plus impardonnables. Il y a plusieurs points. Sur la question du budget de la justice, le budget français est inférieur aux autres pays européens de taille équivalente, notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni. Donc on a un problème de budget de la justice en général. Il a augmenté de quasiment 8%. Mais il va augmenter. Le retard était de... C'est toujours trop peu. L'écart était de 1 à 2 par rapport aux autres pays, donc on a un problème sur les moyens de la justice. Il y a aussi un deuxième problème, c'est qu'on n'a pas assez de places de prison et pourtant, de plus en plus de personnes, notamment des victimes, réclament des peines de prison pour ceux qui ont commis des crimes et jugent que des criminels n'ont pas des peines adéquates par rapport aux crimes qu'ils ont commis. On se souvient des maires qui sont agressés, qui ont subi uniquement un rappel à la loi ou des autres qui ont atteint les autres personnalités d'ordre public. Ensuite, après, il y a un troisième élément qui doit jouer, c'est la question de l'adéquation du budget, la rapidité, de l'efficacité de l'action publique. Parce que sur la question de la construction des places de prison, quand on compare deux pays, par exemple la France et des pays plus orientaux comme la Chine, on est beaucoup trop lent pour construire. Parce qu'on a trop de recours d'une part, et parce que notre en Chine, ils ont des solutions aussi un peu plus radicales. Ils sont plus radicales, oui. Mais il n'y a pas le même régime. Oui, mais je prends l'exemple extrême. Mais d'autres pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni sont beaucoup plus rapides en termes d'exécution, de construction de politique de logement. Aux États-Unis, ils sont plus rapides aussi en termes d'exécution. Ouais. Oui, aussi, mais ils sont plus rapides parce qu'ils ont choisi un choix de mode de vie qui est plus adéquat à leur population. Et si on prend la question du problème français, c'est pas uniquement sur la construction de peines de prison, c'est aussi sur la construction des logements. Et tout ça est lié. C'est parce qu'on a beaucoup trop de recours que notre efficacité est moins bonne et qu'on a perdu en savoir-faire. Ensuite, après, moi, je rajouterai un quatrième point sur la question de la prison. C'est ce que vous avez souligné. C'est est-ce qu'aujourd'hui, la prison est le meilleur moyen pour réinsérer les gens dans la société ? Il y a une partie des gens qui sont réinsérables. Ils sont aucunement réinsérables dans la société. C'est-à-dire les terroristes, etc. Cela, ça ne sert à rien. Il faut les mettre en prison. Par contre, ce que vous avez bien souligné, c'est est-ce que
ceux qui ont commis des crimes ou des délits qui sont beaucoup plus mineurs, on ne devrait pas les envoyer en travail d'intérêt général. C'est toute la question, parce qu'on parle beaucoup de la construction de nouvelles prisons pour avoir plus de places de prison, mais Paul Melun, on parle peu des alternatives qui existent, et cela a été expliqué à l'instant par Florence Portelli. Il faut des alternatives. Il n'y a pas longtemps, sur votre antenne, j'ai été interrogé par exemple sur la colline du Crac, le jardin des Halles. C'est des gens qui typiquement n'ont pas forcément leur place sur les trottoirs et qui n'ont pas non plus leur place en prison. Ils ont leur place dans des centres de désintoxication fermés. Donc vous voyez, il peut exister tout un tas d'alternatives. Maintenant, il y a la question aussi de l'effectivité de la peine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 130 000 et quelques peines qui sont prononcées pour 60 000 places de prison. Donc les magistrats, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne condamnent pas. C'était l'analyse qui était menée il n'y a pas très longtemps par Alain Bauer et qui était très intéressante là-dessus, qui nous expliquait que, à la différence des Pays-Bas, où par exemple un délinquant peut faire 24 heures de prison par exemple, ou 48 heures de prison, ce qui casse tout de suite la délinquance, nous en France, on a le début de la peine, c'est à partir de 2 ans. En général, à moins de 2 ans, vous allez quand même rarement en prison. Ça, c'est pas possible. Et après, je crois que nos concitoyens en ont assez de voir des délinquants dans les rues. Jean-Michel Fauvergue, sur cette question. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Bien évidemment, je rajouterai... Soulever différentes problématiques. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de problématiques qui sont soulevées, en particulier la réponse pénale immédiate, adaptée sur un certain nombre de choses, etc. etc. Mais je voudrais juste dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, en particulier dans la loi justice que nous avons votée en 2018, où on instaure effectivement le travail d'intérêt général. C'est quelque chose d'important et d'intéressant, le travail d'intérêt général. Il était déjà instauré et on le renforce. Mais aussi le bracelet électronique en tant que peine. Il n'existait pas auparavant en tant que peine. C'était juste un instrument de contrôle judiciaire. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important. Et aussi, il y a des alternatives sur la réparation, sur un certain nombre de choses assez rapides. Pour le travail d'intérêt général, on se heurte aussi à un problème important. C'est que, d'abord, et je veux rendre justice effectivement à la région Île-de-France, c'est que elle prend en compte ce problème-là. J'espère que ça va aboutir, mais on a très peu d'offres de travail d'intérêt général. Il en faut beaucoup plus. Et quand vous condamnez quelqu'un à un travail d'intérêt général, la problématique, c'est que vous devez acheter du matériel, vous devez être derrière lui, vous devez le surveiller, voir comment ça se passe, etc. Donc c'est pas neutre non plus. C'est difficile à mettre en œuvre, mais il faut le faire. Florence Portelli, oui, sur ce sujet. 2 choses sur le travail d'intérêt général. Moi, quand j'ai pris mon bâton de pèlerin pour dire je suis vraiment ouverte à ça, j'ai envie d'avoir des tiges parce que j'y crois, on m'en a quasiment pas envoyé. Donc il y a aussi ce problème-là. Et pourquoi ? Et après, parce que tout simplement, je pense que le parquet est débordé, parce que c'est pas forcément non plus dans la culture française. Donc il faut vraiment qu'on intensifie l'effort, mais des 2 côtés. Et puis du côté de la justice, c'est vrai qu'on a un vrai paradoxe. C'est que d'un côté, la justice manque de moyens, même si je suis entièrement d'accord, il y a beaucoup plus de moyens qui lui ont été donnés, mais elle manque de manière globale de moyens, ce qui fait que les temps de procédure sont extrêmement longs, et en revanche, les temps d'audience sont extrêmement courts. Et c'est très révélateur des problématiques qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que vous mettez beaucoup trop de temps à être jugé, ce qui n'a aucun sens, parce qu'au moment du jugement, pouvez vous être réamendé, au contraire, votre cas peut avoir empiré. Et en même temps, au moment de l'audience, où finalement, c'est intéressant de comprendre la personnalité d'un prévenu, parce que vous comprenez pourquoi il en est arrivé là. Et selon pourquoi il en est arrivé là, c'est pas la même peine. Et c'est pas non plus la même faculté à pouvoir s'en sortir ou pas, quand on fait une peine de prison. Et ce temps-là est extrêmement réduit, alors que ça devrait être l'inverse. Donc il y a un problème aussi de relation au temps, et ça c'est un problème de moyens, et c'est aussi un problème de moyens humains. Et le recrutement des magistrats, mais j'ai un ami qui passe l'ENM cette année qui m'expliquait qu'il y avait moins de postes ouverts à l'ENM cette année que les années précédentes, l'École nationale de la magistrature à Bordeaux. Ouais. Ce qui est quand même assez incroyable quand on voit le besoin de magistrats qu'on a aujourd'hui. Quand vous avez dit ça, j'étais atterré. Vous avez eu un recrutement supérieur d'auxiliaires de justice, et ça c'est important aussi. Ça c'est une bonne chose. Ça soulève un autre problème. Tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est justement ce contact, essayer de comprendre comment ces détenus dorénavant en sont arrivés à commettre ces différents délits ou crimes. En prison, par exemple, on estime qu'il y a entre 30 et 40% de gens qui souffrent de maladies mentales. Est-ce que leur place est aussi une autre problématique? Elle est en prison. Alors, le problème de la psychopathologie carcérale... Mais aussi peut-être pour libérer des places de prison. C'est pour cela que je soulève ce sujet. Dans les problèmes psychopathologiques en prison, vous avez notamment le problème de la schizophrénie. Vous ne pouvez pas être schizophrène et être entre 4 murs comme ça et être traité. Mais ces problèmes-là, excusez-moi, ce n'est pas que la justice, c'est le problème de la psychiatrie en France. Oui.
c'est un autre sujet un jour peut-être sur votre plateau. Mais on est très On voit qu'il y a différentes problématiques qui sont liées ensemble. On est totalement démunis. Et là, je vous dirais, là pour le coup, c'est même pas la prison. C'est qu'on ne sait pas gérer aujourd'hui concrètement les problèmes psychiatriques dans ce pays. On ne sait pas soigner, on ne sait pas traiter les gens, on ne sait pas les faire cohabiter dans la société tout en protégeant la société. Il faudrait là-dessus un grand bing-bang. Il existe des unités pour les malades dangereux, notamment on parlait de la maison d'arrêt de Gradignan à Cadillac, par exemple, qui est un centre d'accueil psychiatrique. Il existe ce type avec des médecins, avec des infirmiers qui sont soignés à ça, qui savent se défendre, ça, parce qu'effectivement, c'est des gens, parfois, qu'on arrive, il y a beaucoup d'associations d'ailleurs qui font ça très bien, qui essaient d'attirer le projecteur sur le fait que ces gens-là n'ont strictement rien à faire en prison et que leur place est effectivement en hospitalisation fermée, mais avec les moyens que ça suppose. On ne peut pas les balancer comme ça dans n'importe quel hôpital psychiatrique sans réfléchir les choses en amont. Vous acquiescez, Jean-Michel Fauvergue, sur ce qui vient d'être dit? Moi, j'acquiesce à tout ce qui a été dit encore une fois ici. Mais les sujets qu'on aborde ne sont pas uniquement les sujets de la surpopulation pénale. Mais effectivement, on a un gros problème sur la. C'est-à-dire qu'en bout de course, on en arrive à une surpopulation carcérale. Oui, tout simplement parce qu'il y a des gens qui ne devraient pas être là, ils devraient être ailleurs, dans d'autres centres, et pour être à la fois soignés et surveillés aussi pour les plus dangereux. On a aussi, effectivement, ça a été abordé, la préventive. Les gens qui sont en préventive, certains, c'est nécessaire qu'ils soient en préventive parce qu'il y aurait des dégradations de preuves, parce qu'on ne les retrouverait plus, etc., parce qu'ils sont particulièrement dangereux. D'autres, il faudrait étudier leur cas de manière tout à fait au cas par cas et voir comment, au niveau préventif, on peut aussi travailler là-dessus. Moi, je mettrai un bémol quand même à tout ce qui était dit. L'objectif, c'est pas de libérer des gens dans la société. S'ils ont été mis en prison, c'est qu'il y a quand même une raison. C'est qu'il y a différents juges qui se sont dit qu'il fallait les mettre en prison. Et puis surtout, le mouvement global depuis une trentaine d'années, c'est qu'on assiste non pas à une montée des violences depuis le début des années 2000, mais à une radicalisation des violences. C'est-à-dire que les actes sont de plus en plus violents. Donc la question, c'est comment on mène une politique globale, non, pour répondre à la question de la surpopulation de la population carcérale. Je pense qu'il faut construire des prisons, ça a été fait par le gouvernement. On a évoqué la question des délais, mais aussi il y a une question globale sur la question à la fois de la justice, pour que, comme vous l'avez dit, ce soit rendu plus rapidement et que les constructions de places de prison soient faites de façon plus rapidement. La question existentielle en France, et même qui se repose sur tous les sujets, c'est la question de l'efficacité de l'action publique. Pourquoi est-ce que l'action publique est toujours au silence, ce qui crée une défiance dans la population et un rejet des gouvernements parce qu'ils ne sont pas en capacité, dans un quinquennat en 5 ans, de faire une politique efficace auquel les gens voient leur vie changer. Quand on prend le slogan il y a une quarantaine d'années de François Mitterrand, c'était changer la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le quinquennat, le fait que l'attente soit de plus en plus court, instantanée, les citoyens voient un effet de la politique publique? Non. Donc je pense qu'il y aura la question essentielle, c'est comment déverrouiller l'action publique à travers, il y a un premier blocage, ça a été souligné par Chloé Morin, c'est la question des inamovibles de la République, donc les hauts fonctionnaires. Emmanuel Macron en a parlé, c'est la question de l'attaque de l'État profond. Ensuite, le deuxième point sur la question de la justice, c'est la question des juges. Est-ce que les juges sont toujours le bon moyen de recrutement, notamment avec la question du monopole de l'ENM? Je pense qu'il faut casser le monopole de l'ENM et trouver un alternative de recrutement en prenant des recrutements alternatifs à travers des avocats ou des autres diplômés du droit. Laurence Portelli. Alors là, je serais plus dubitative, mais sur l'ENM, je pense que ce qui est bien, c'est surtout d'avoir des transversalités entre la fonction judiciaire et la fonction aussi de défenseur, pour mieux comprendre tous les aspects d'une politique pénale. Mais ça, c'est le problème de la formation, c'est encore un autre sujet. Après, sur l'incarcération, ce qui est important, on en a un peu parlé, c'est la pluralité des offres. Selon que vous soyez un jeune primo-délinquant, c'est idiot de se retrouver dans une prison où vous risquez en plus d'être radicalisé. Il y a aussi ce problème-là, c'est-à-dire que la prison devient une école du crime ou de la radicalisation. Donc c'est avant d'aller notamment lorsque dans des cellules individuelles, on a 3 individus. Je pense qu'avant de faire des maisons d'arrêt, est-ce qu'on a vraiment des primo-délinquants qui sont incarcérés en prison aujourd'hui? Oui, moi je me rappelle en première année de droit, on doit aller au tribunal correctionnel, assister à un jour de procès. Moi, tous les procès que j'ai assistés, c'était multirécidiviste, 20 ans, 18 incarcérations, 18 peines, 18 multiréitérant. Ah bah oui, mais quand vous regardez la population, moi on m'a envoyé des éléments, quand vous prenez la population carcérale, par exemple en France, 23,2% des détenus sont de nationalité étrangère. Qu'est-ce qu'ils font encore dans notre pays? Ça, c'est le question là-dessus. C'est une autre question, c'est la question des OQTF. Je pense qu'avant de faire des maisons d'arrêt, en plus c'est très lourd comme structure, il faudrait aussi réfléchir à des centres fermés, mais qui soient une structure un peu plus légère, mais qui soit adaptée justement à des profils qui n'ont pas forcément leur place dans des prisons comme ça. Et puis il y a le problème, excusez-moi, dernier problème, parce que là on parlait de la dignité, le suicide. Et le suicide en prison, il est très présent justement dans les maisons d'arrêt.
Il y a aussi la condition dans laquelle travaillent tous ces surveillants pénitentiaires qui sont au contact justement de ces détenus. On l'a vu notamment dans ce reportage d'Antoine Estève, ils craignent que cet été, ça soit compliqué, qu'il y ait potentiellement des débordements dans ces centres-là. Jean-Michel Fauvergue. Sur les centres fermés, vous en avez pour la justice des mineurs, par exemple. Oui. Et ils ont été augmentés, ces centres fermés. C'est pas le but aussi, le but d'enfermement. Moi qui vous parle, j'ai fait 40 ans dans la police et dans les services qui n'étaient pas toujours préventifs. Enfin, qui n'était jamais préventif. On ne peut pas dire que le RAID était un service préventif. Vous étiez à la tête du RAID. Oui, je peux vous dire que il faut aussi travailler. Il faut travailler sur l'ensemble des peines et pas uniquement la prison, mais l'ensemble des peines. Alors bien évidemment, il faut envoyer les gens qui le méritent en prison après des jugements, mais sur d'autres peines, on peut avoir des peines alternatives et travailler sur d'autres choses. Sur les petits délits et les incivilités et les contraventions, il y a un mouvement qui me semble intéressant, c'est la forfaitisation. C'est-à-dire transformer un délit, par exemple le délit de consommation de stupes, on l'a transformé en 2018 dans la loi qu'on a votée sur la justice en une amende forfaitaire pénale de 200 €. C'est une première réponse immédiate à un délit petit, mais répond à l'immédiateté, la nécessité d'avoir une réponse immédiate. C'est Gérald Darmanin notamment qui a porté cela tout au long de cette année pour lutter notamment contre les trafics de drogue. Vous partagez ce qui vient d'être dit? Pas les trafics, oui. La consommation. La consommation, mais aussi pour limiter contre... C'était le but recherché... Oui. Action multiple. Oui, je partage bien sûr ce que disait Jean-Michel Fauvergue. Après, on évoquait tout à l'heure, on l'a évoqué en demi-teinte, la question aussi de l'expulsion des étrangers. Et ça, pour moi, une des clés à la surpopulation carcérale, c'est l'expulsion des étrangers qui commettent des crimes en France. Marlène Schiappa avait commencé à le faire sur les criminels sexuels et sur les viols. Je pense qu'on pourrait l'étendre. Je veux dire, c'est pas même au plan du. Après, on l'a vu, Gérald Darmanin a fait une tournée dans les pays notamment d'Afrique du Nord pour tenter de négocier justement parce que c'est compliqué. Oui. Ces pays ne veulent pas reprendre les personnes qui sont incarcérées en France. Bien sûr, mais sur le plan diplomatique, il va falloir traiter avec ces pays-là et je crois qu'on a suffisamment d'arguments, suffisamment d'intérêts économiques, suffisamment d'éléments dans la besace pour pouvoir négocier avec ces pays-là et qui reprennent les délinquants. Il n'est pas logique que ce soit la France qui traite les délinquants des pays d'Afrique du Nord. Presque 15-17% des OQTF sont réellement effectifs dans notre pays. Oui, mais la question essentielle, et Patrick Stéphanie le souligne dans son livre sur l'immigration, c'est de revisiter les accords bilatéraux passés avec les anciennes colonies françaises et les pays du Maghreb. Donc il faut trouver un moyen diplomatique et ça va coûter cher parce que par quel égard la relation à la situation spécifique et dû égard au fait qu'il y ait beaucoup de personnes d'origine de ces pays-là, en fait ce qu'il faut c'est quelqu'un qui ait un courage politique très fort pour remettre en cause ces accords. Normalement la France est en position avantageuse par rapport à ces pays. Et si je rajoute un point... Vis-à-vis de l'aide qu'on leur accorde moi je pense vis-à-vis de l'aide au développement et surtout il y a un deuxième point qui est sorti aujourd'hui sur l'affaire qui est sortie de Pegasus, notamment il y a le Maroc qui espionne des Français. Donc on a des moyens de pression diplomatique pour contraindre ces pays-là en cassant les accords que nous avons passés parce qu'ils sont plus pertinents. S'ils étaient pertinents dans les années 50 et 60, au moment d'un mouvement de décolonisation, notamment pour aider au développement de ces pays, aujourd'hui ils n'ont plus aucun sens parce que ces pays sont aujourd'hui autosuffisants pour s'en sortir tout seuls. Jean-Michel Fauvergue. Alors, après un jugement, c'est pas un OQTF qui est prononcé, mais c'est un ITF, c'est-à-dire une interdiction du territoire français par les juges. Et bien qu'il soit prononcé, effectivement, ils ne sont pas exécutés. Pourquoi ? Parce qu'il y a soit des conditions où l'expulsion n'est plus faisable parce que l'individu s'est marié avec une Française, a des enfants français, etc. Ça, c'est plus faisable à un certain moment. Et puis après, il y a le vrai problème que certains pays ne reprennent pas leurs nationaux. Et effectivement, c'est une piste de travail que l'on doit creuser et que l'on doit, sur laquelle on doit travailler, en particulier avec aussi un certain nombre de manettes que nous avons et l'aide publique au développement aussi. Oui, moi, je suis d'accord avec ça, mais sincèrement, là, encore une fois, la surpopulation carcérale, c'est surtout en maison d'arrêt. Et c'est
pas souvent sur les problèmes dont on parle, c'est des gens qui sont encore une fois en préventif, qui n'ont pas été reconnus coupables. Donc dire il faut virer des gens qui sont coupables, il faut déjà être sûr qu'ils soient coupables. Et là, le problème que vous avez soulevé dans votre... C'est quand même 25% de la population. Non, mais c'est facile de faire des amalgames et tout mélanger, mettre en vrac. On est en train de parler de la surpopulation. Mais moi, je ne vous ai pas coupé. À chaque fois, vous me coupez. Laurence Portelli, puis William T. Laurence Portelli, puis William T. C'est des personnes de nationalité étrangère. Et c'est pas des mais personnes non, mais ça ne veut rien dire. Oui, mais si vous êtes de nationalité étrangère et que vous êtes en préventif, vous n'êtes quand même pas coupable. William T. Sur ce point-là. On parlait des maisons d'arrêt. Non, mais il n'y a pas que les maisons d'arrêt dessus. Oui, mais là, on avait un reportage sur les maisons d'arrêt, la surpopulation carcérale. Je pars sous le contrôle du député. Non, mais ça touche essentiellement les maisons d'arrêt. Oui, quand on parlait des 60 000 avec 60 000, c'est William T. Et si on veut résoudre la question de la surpopulation carcérale, il faut répondre. D'une part, moi, je pense qu'il ne faut pas libérer les gens parce que ce que pose la question de la justice, c'est que notamment les peines prononcées par les juges sont inférieures à ce qui se passait il y a une vingtaine, trentaine d'années. Donc je pense qu'il faut plutôt augmenter les peines ou trouver des peines alternatives. Et sur la question de la surpopulation, les personnes qui sont actuellement en prison, il y en a 25% qui sont étrangers. Il n'y a pas de raison que ce soit le contribuable français qui paye pour la... Mais là, vous mélangez tout, mais c'est pareil. Laurence Portelli, puis Jean-Michel Fauvergue. On est en train de parler d'un autre problème au niveau de la surpopulation carcérale, ça n'a rien à voir. C'est pas... Jean-Michel Fauvergue, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, non, mais il est clair que les gens expulsables, les gens qui méritent l'expulsion, c'est des gens qui ont été condamnés pour des faits graves. Évidemment. Condamnés. Avec en plus une dissocier les deux sujets. Voilà, une interdiction de quitter une ITF, une interdiction du territoire français par les juges, ça c'est important. Mais on pourrait aussi commencer par, alors là ça va pas arranger notre problème de surpopulation, mais par ce qu'on a fait nous dans la loi sécurité globale, c'est-à-dire pour ceux qui s'attaquent à des élus, à des policiers, à des gendarmes, à des représentants de l'autorité, eh bien leur interdire les remises de peine automatiques, par exemple. Bon, ça ne règle pas le problème de la... mais c'est quelque chose qui semble évident, qui a été voté et qui va être renforcé dans la nouvelle loi justice qui est en train d'être... Oui, mais ça ne règle pas, mais en fait le problème... Non, mais là vous avez raison, c'est qu'en fait le problème, là on est dans le sens de la peine. Parce que c'est facile de dire, de parler en chiffres, de dire tous au trou, pardon de dire ça comme ça. Mais le vrai problème, c'est à quoi sert une peine, pourquoi elle est efficace. C'est pas de mettre en soi des gens en prison. C'est pourquoi on met les gens en prison. C'est pour s'amender, pour protéger la société. C'est dans ce sens-là. C'est pour ça que ce que vous dites est tout à fait pertinent. Il faut que la peine ait du sens. On a compris que la réponse, elle devait être multiple après ce débat que nous venons d'avoir sur ce plateau. Nous allons aborder un second sujet qui nous préoccupe tous, la situation épidémique qui continue de se dégrader dans notre pays. Le nombre de cas augmente quotidiennement. Selon Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, la dynamique épidémique actuelle est plus forte que lors des vagues précédentes. Le variant Delta va-t-il gâcher nos congés? Cela commence à être le cas dans certains départements, comme celui des Pyrénées-Orientales, où les bars et les restaurants vont devoir fermer d'ici 19 minutes au public. L'INSERM a modélisé ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines dans nos hôpitaux, en fonction notamment de la cadence de la vaccination et du nombre de nouvelles contaminations. Regardez ces différentes courbes que nous allons commenter ensemble. La courbe verte illustre la situation la plus sombre. C'est si la vaccination s'arrête, ce ne sera pas le cas. Mais la courbe bleue, la plus réaliste, est que si la tendance actuelle se maintient, le pic d'hospitalisation de la troisième vague serait dépassé à la mi-août. On comprend l'urgence de la situation. Oui, tout à fait. Oui. D'autant que là, j'observe un petit peu entre le pessimiste et l'actuel, sur votre graphe, il n'y a pas une grande différence. Donc c'est assez préoccupant tout de même. Aussi bien ce qu'il s'arrête au niveau des 12 000 hospitalisations par semaine. Oui, bien sûr. Non, mais il est évidemment urgent de casser cette courbe. Après, ce qu'il faudra observer aussi, j'en avais parlé avec un professeur sur un de vos plateaux, c'est aussi la question de le rebond en termes de contamination, c'est une chose, mais après, il faut voir aussi les hospitalisations, le nombre de personnes qui entrent en réa, etc. Et c'est là qu'on va voir les premiers effets de la vaccination. C'est-à-dire que si les cas explosent, mais que les hospitalisations n'explosent pas, on pourra considérer qu'on a quand même réussi une partie du pari. Et justement, on s'aperçoit d'ores et déjà qu'il y a maintenant deux épidémies, celle qui touche les vaccinés, celle qui touche les non-vaccinés. Regardez ce sujet signé Özlem Ünal à propos de cette question, justement. Le constat est sans appel. Selon une récente étude, les non-vaccinés représentent 80% des cas positifs. Dans le détail, 14% ont reçu une première dose et 6% deux doses. Quel est leur profil?
Selon les dernières données de Santé publique France, les plus contaminés aujourd'hui en France sont les jeunes. 149 cas pour 100 000 habitants chez les 20-29 ans, contre 15 cas chez les 60-69 ans. Les jeunes sont aujourd'hui les plus contaminés, c'est aussi les Français qui sont les moins vaccinés, avec une couverture vaccinale totale d'environ 30%, donc c'est inférieur aux tranches d'âge supérieures qui sont plutôt à 40%, 50%, 60% ou encore au-dessus. Quant au profil des personnes en réanimation, le ministre de la Santé affirme: la vaccination sauve des vies et sera le moyen d'en finir avec le Covid. En France, dans 30 gros hôpitaux, 100% des patients récemment admis en réanimation ne sont pas vaccinés. Un argument de taille pour booster la vaccination. Aujourd'hui, un peu plus de 29 millions de Français ont reçu leur 2 doses. Jean-Michel Fauvergue, le gouvernement a tardé à réagir ? Non, je ne pense pas. Le gouvernement déploie sa politique en fonction de l'évolution sur le terrain. On est dans une pandémie qui est évolutive, qui prend des évolutions différentes. De toute façon, le mot d'ordre, c'est vaccination. Hormis la vaccination, on aura du mal à... Bon, bien sûr, il y a les gestes barrières, bien sûr. Il y a cette nécessité... On va voir les chiffres de la vaccination aujourd'hui. Oui, cette nécessité, là où ça flambe, de prendre des mesures d'urgence, comme dans les Pyrénées-Orientales, ce qui m'inquiète un peu parce que je suis catalan et je devais y aller au mois d'août, donc je ne sais pas ce que... Voilà. Mais la vaccination, c'est quelque chose d'important. C'est ce qui a été dit, ce qui a été répété, avec une nécessité maintenant que les gens qui ne sont pas vaccinés le soient, soit parce que le pass sanitaire va les obliger, soit tout simplement parce qu'en voyant vos chiffres et les hospitalisations, ils voient qu'ils courent un réel danger. Et ça, c'est important. C'est le risque d'avoir 2 épidémies maintenant, celle des non-vaccinés, celle des vaccinés. On vient de le voir dans ce sujet signé Özlem Ünal. Oui, je pense que le président de la République a pris sincèrement une bonne option. Enfin, c'est la bonne stratégie. Après, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'il consulte, qu'on n'ait pas les mêmes erreurs qu'au début du Covid. C'est-à-dire les élus locaux. C'est ce qu'on a reproché à l'exécutif toute cette semaine. Et les professionnels divers et variés, parce que sinon, ça va être très compliqué à mettre en œuvre. Et quand on bosse ensemble, c'est toujours mieux. Je vous donne un exemple. Sur les îles de loisirs, en ce moment, avec la région Île-de-France, on a installé des centres de vaccination, de la vaccination directe, fait par aussi du personnel de la Croix-Rouge, en partenariat avec l'ARS. Et du coup, on va vers des populations en leur expliquant, parce qu'il y a des gens qui prennent le temps d'expliquer. Et je pense que c'est beaucoup plus efficace que, par exemple, les propos peut-être un peu stigmatisants de Gabriel Attal. Donc moi, je suis d'accord avec la stratégie du président de la République. Je pense qu'en revanche, il faut éviter de stigmatiser, il faut continuer à convaincre et surtout faciliter l'accès au vaccin. Oui, il a dit qu'il faut être clair dorénavant, c'est soit la vaccination générale, soit le tsunami viral. Il n'y a pas d'alternative, mais je pense que vous faisiez notamment référence à cette seconde phrase de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, sur ces 2 France, cette France laborieuse et volontariste qui veut mettre le virus derrière elle et travailler. Et cette frange capricieuse et défaitiste très minoritaire qui ne satisferait bien de rester dans le chaos et l'inactivité. Le mépris, ça ne sert jamais des politiques et il vaut mieux s'en garder d'ailleurs qui on est pour mépriser. Il explique également qu'entre les deux, il y a des Français qui doutent sincèrement et qu'il faut aller convaincre. Ne méprisons pas. Tout à fait une erreur du porte-parole du gouvernement de marginaliser une frange de la population, même si elle est minoritaire. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est effectivement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a une frange de la population importante, moins importante que les vaccinés, mais importante aussi, qui a peur, qui se sent pas rassuré, mais qui ressent le fait que ça va les protéger et donc ils vont franchir le pas. Il y en a beaucoup qui ont franchi le pas depuis la déclaration du président de la République. Moi, je me réfère toujours aux déclarations du président de la République. Hein. C'est un bon député de la République. C'est l'esprit de la Ve République. C'est celle-là que je peux commenter le mieux, donc je la commande de cette manière-là. Et oui, il faut convaincre cette frange importante de personnes qui vont passer le pas et il faut qu'on les amène à cette action raisonnable
pour se protéger, mais aussi pour protéger les autres. C'est quelque chose d'important. C'est pas une grippe. Hein, quand vous faites un vaccin de la grippe, c'est pour vous ne pas avoir la grippe. Là, c'est à la fois pour vous ne pas avoir la Covid ou l'avoir moins forte, et protéger aussi toute la communauté autour. C'est faire communauté. Voilà. On va tenter de comprendre justement dans un instant, juste après un rapide rappel des principales actualités, de voir pourquoi ces Français sont toujours hésitants, certains réticents à aller se faire vacciner. Puis on verra également l'application des mesures du président de la République. Est-ce qu'elles sont applicables sur le terrain? On voit ça dans un instant, à tout de suite. Principales actualités de la journée, c'est avec vous, Nion. Bonsoir Florian et bonsoir à tous. En France, c'est le retour des restrictions, le retour des vacances se complique pour les voyageurs dans les aéroports. Un test de moins de 24 heures est désormais obligatoire pour ceux qui reviennent de 6 pays, dont l'Espagne et Chypre. Dans les Pyrénées-Orientales, retour d'un couvre-feu pour les bars et les restaurants depuis 23 heures ce soir. À Urugne, dans le Pays Basque, un centre de vaccination a été incendié la nuit dernière. Un acte intolérable selon le ministre de l'Intérieur. La police judiciaire de Bayonne est chargée de l'enquête. Les auteurs devront être sévèrement punis selon Gérald Darmanin. Au Royaume-Uni, nouvelle phase du déconfinement demain, en pleine flambée de contamination. 50 000 cas en moyenne recensés ces derniers jours. Le Premier ministre lui-même est placé à l'isolement. Il est cas contact, mais Boris Johnson reste persuadé que c'est le bon moment pour cette nouvelle étape du déconfinement. Et en Allemagne, Angela Merkel s'est rendue près de Bonn, dans une commune détruite par les inondations. La chancelière allemande parle de destruction surréaliste. Une centaine de personnes sont toujours portées disparues. Il faut, selon elle, tirer des leçons de ces intempéries. Et l'on débute cette édition avec le nombre de personnes contaminées qui continue d'augmenter dans notre pays. C'est le 3e jour consécutif où le nombre de cas enregistrés dépasse le seuil des 10 000. 12 532 contaminations précisément ont été recensées ces 24 dernières heures. C'est le nombre le plus élevé pour un dimanche depuis la mi-mai. En moyenne, 6 à 7 000 contaminations ont été recensées chaque jour cette semaine. La hausse du nombre de cas est de 105% sur 7 jours. Une hausse inquiétante en pleine saison estivale et alors que de plus en plus de Français sont désormais vaccinés. D'après la Direction générale de la santé, le cap des 45% de la population totale entièrement vaccinée a été atteint aujourd'hui. Alors qui sont ces Français testés positifs au coronavirus? Ont-ils reçu leur dose de vaccin? Élément de réponse avec Özlem Ünal. Le constat est sans appel. Selon une récente étude, les non-vaccinés représentent 80% des cas positifs. Dans le détail, 14% ont reçu une première dose et 6% deux doses. Quel est leur profil? Selon les dernières données de Santé publique France, les plus contaminés aujourd'hui en France sont les jeunes. 149 cas pour 100 000 habitants chez les 20-29 ans, contre 15 cas chez les 60-69 ans. Les jeunes sont aujourd'hui les plus contaminés, c'est aussi les Français qui sont les moins vaccinés, avec une couverture vaccinale totale d'environ 30%, donc c'est inférieur aux tranches d'âge supérieures qui sont plutôt à 40%, 50%, 60% ou encore au-dessus. Quant au profil des personnes en réanimation, le ministre de la Santé affirme: la vaccination sauve des vies et sera le moyen d'en finir avec le Covid. En France, dans 30 gros hôpitaux, 100% des patients récemment admis en réanimation ne sont pas vaccinés. Un argument de taille pour booster la vaccination. Aujourd'hui, un peu plus de 29 millions de Français ont reçu leurs 2 doses. Pour tenter d'endiguer l'épidémie, de nouvelles mesures sanitaires sont progressivement mises en place, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Première soirée de couvre-feu pour les bars et les restaurants qui ont dû fermer il y a 2 minutes 43 précisément. Ouais, ils ont dû fermer leurs portes à 23h ce dimanche. Le but est d'éviter la propagation du variant Delta. Le département fait partie de ceux où les contaminations ont le plus augmenté ces derniers jours. Alors après les annonces du président, les habitants se sont rués dans les centres de vaccination pour échapper à certaines restrictions.
Et dans les aéroports également, la France est vigilante. Une nouvelle restriction est entrée en vigueur ce matin, Anne. Et elle ne facilite pas la vie des voyageurs. Depuis ce matin, les voyageurs en provenance de 6 pays, dont l'Espagne et Chypre, doivent fournir un test de moins de 24 heures négatif. Espagne, Chypre, Royaume-Uni, Portugal, Grèce ou encore Pays-Bas. Le retour de vacances est donc compliqué pour certains voyageurs. On retrouve Mayana Isiatagen à l'aéroport d'Orly. La fin des vacances a bien failli être gâchée pour quelques voyageurs non vaccinés en provenance d'Espagne, du Portugal, de Grèce, de Chypre ou encore du Royaume-Uni ou des Pays-Bas. Car désormais, pour venir en France, il leur faut présenter un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures contre 48 ou 72 heures auparavant. Ça a été un véritable challenge pour certains, mais ils ont fini par se débrouiller, comme ils l'ont expliqué au micro d'Ali Choumi. J'ai dû aller dans une autre ville que chez moi pour en trouver. Car les centres sont fermés le samedi dans beaucoup de villes, donc c'est très compliqué, surtout quand on revient le week-end. On a fait, avant de venir, je suis allée à une clinique pour faire un test PCR qui est payant, 130 €. C'est bien de demander aux gens des tests PCR. Après, de les imposer à gros, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Selon les voyageurs à qui nous avons parlé, il y a encore un peu de tolérance dans les aéroports de départ, à l'image de cette voyageuse. Aéroport de Valence avec un test PCR négatif, mais de moins de 48 heures au lieu des 24 heures demandées. La nuit dernière, dans la commune d'Urugne, dans les Pyrénées-Atlantiques, un chapiteau sont dits volontaires. Selon les premiers éléments de l'enquête, la commune espère reprendre le cours normal de la vaccination dès mercredi. Le ministre de l'Intérieur a qualifié ces actes poursuit des investigations, a écrit Gérald Darmanin sur Twitter. Les auteurs devront être sévèrement punis. On écoute le député de la circonscription, Vincent Bru, qui regrette cette violence. Même si tout n'est pas brûlé, c'est le principe que je dénonce, c'est-à-dire cette normale de vouloir imposer ses idées, si bonnes soient-elles d'ailleurs, par des moyens violents. Je crois que ça ne fait pas honneur aux Pays-Bas, ça ne fait pas honneur à notre démocratie et ce n'est pas du tout. Depuis Londres, de notre correspondante Marie Billon. Freedom Day, comme certains l'appellent, le jour de la liberté, c'est la levée de la plupart des restrictions dues au Covid. Il n'est plus obligatoire de suivre et de respecter les distanciations sociales, même si certains endroits, comme les transports à Londres notamment, ont décidé de demander aux passagers de métro. Mais cette décision de réouvrir le pays, le gouvernement l'a prise parce que 2 tiers des Britanniques ont désormais reçu 2 doses d'un vaccin. Mais c'est aussi une décision qui en inquiète beaucoup à cause de la remontée épidémique. Environ 50 000 nouveaux cas par jour. Le ministre de la Santé fait partie de ceux qui ont testé positif récemment. Boris Johnson, le Premier ministre, et son ministre de l'économie doivent s'isoler parce qu'ils sont cas contact. Et justement, Boris Johnson a publié une vidéo ce week-end pour appeler les Britanniques à profiter de ces libertés retrouvées, mais il a aussi appelé à la prudence. Il faut penser aux autres et ne pas oublier que la maladie est toujours là. Suite aux inondations de ces derniers jours, Angela Merkel est venue constater les dégâts en Allemagne, notamment dans la commune de Schul, non loin de Bonn. Une partie de cette localité a été détruite. Au moins 190 morts ont été recensés. En Allemagne et en Belgique, Angela Merkel a parlé d'une destruction surréaliste. Elle a appelé à accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut, selon elle, tirer des leçons de ces intempéries. Les habitants, eux, sont toujours marqués par ce qu'ils ont vécu, mais également par les conséquences. J'ai vu des corps flotter un peu plus bas, 2 adultes et un enfant. Ils n'ont pas pu être sauvés. 80 personnes sont mortes officiellement, mais je suis sûr que le nombre de morts va augmenter. Tout a été détruit. On ne reconnaît plus le paysage. Auparavant, c'était une oasis de verdure, une nature calme, une rivière tranquille. C'était paisible. La seule chose que l'on pouvait entendre,
C'était une rivière calme. Tout est parti. Vous ne pouvez pas imaginer les changements que ça a provoqués dans la campagne. C'est une catastrophe pour tout le monde. C'est une catastrophe pour alle. On écoute à présent le climatologue Jean Jouzel, selon lequel ces inondations sont une des conséquences du réchauffement climatique. Ce sont des événements qui correspondent, je dirais malheureusement, à ce que nous avions envisagé il y a une trentaine d'années, c'est-à-dire une intensification des événements extrêmes liés à un réchauffement climatique moyen, d'à peu près 1 degré depuis une centaine d'années, mais ça joue vraiment sur les extrêmes climatiques et dans nos régions, eh bien, ce sont les vagues de chaleur, des précipitations importantes avec des inondations, mais aussi bien sûr des sécheresses dans d'autres occasions. Donc ces extrêmes climatiques se sont déjà intensifiés en général, deviennent plus fréquents, plus intenses et cela risque de se poursuivre avec le réchauffement climatique à mesure qu'il se met en place. Et je sais, Anne, que vous avez suivi attentivement cette dernière étape de la grande boucle. Et sans surprise, c'est le Slovène Tadej Pogačar qui remporte cette édition. À 22 ans, le jeune prodige a réitéré son exploit de l'année dernière. Il devient donc le double plus jeune vainqueur de la grande boucle. La dernière étape, avec l'arrivée sur les Champs-Élysées, a été remportée par le Belge Wout van Aert. Et côté français, le premier au classement s'appelle Guillaume Martin. Il est arrivé à la 8e place du classement général. Merci à vous, Anne Maquignon. On vous retrouve dans 1 heure pour la boucle de nuit. La boucle de nuit. Merci à vous. Quant à moi, je vous retrouve dans un instant pour la suite de Soir Info Week-end. Le président de la République sont-elles applicables sur le terrain? On va voir cela ensemble. Et Guillaume Victet, bonsoir. Bonsoir. Député La République En Marche du Val d'Oise. Sont restés sur ce plateau Paul Melun, essayiste et président de Souverain Demain, et William T, président du think tank Le Millénaire. Avant d'aborder l'application des mesures annoncées par le président de la République en début de semaine pour tenter de lutter ce deuxième centre de vaccination qui a été attaqué ce week-end, centre de vaccination basé à Urugne, vous le voyez sur la carte, selon le procureur de la République de Bayonne. Volontaire, le parquet a saisi le service de police judiciaire de Bayonne pour l'ouverture d'une enquête en flagrance pour destruction volontaire par incendie. L'adjointe en charge de l'action. Nous avons choisi d'ouvrir ce centre sous chapiteau afin de ne pas mobiliser d'autres espaces utilisés par des associations déjà sévèrement touchées. Le cours normal de la campagne vaccinale, vous les voyez. Ce sont des actes qui sont odieux, qui n'ont pas de sens. C'est à se demander si les personnes qui les perpétuent ont toute leur tête. Et qui n'ont pas peur de sanctions. Et ça, je trouve ça plus inquiétant. Ça va aussi avec une banalisation de la violence. Ouais. Ce qu'on voit là, ce ne sont pas des images anodines. Ça ne se répare pas avec du Chatterton. Ça, c'est pas quelqu'un qui s'amuse à faire quelque chose. C'est quelqu'un qui fait un acte qui d'ailleurs peut même être dangereux pour des personnes. Il y aurait eu quelqu'un à ce moment-là. C'est clairement volontaire. Je crois là-dessus, il faut vraiment un ressaisissement de tous. Et il faut que vraiment on ait le souci de condamner très fermement et que la population ait aussi ce souci de condamner très fermement ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas banaliser tout ça. Paul Melun. Évidemment, je souscris à tout ce qui a été dit. Puis intolérable. La police judiciaire de Bayonne, j'en ai parlé, est chargée de la poursuite des investigations. Les auteurs devront être sévèrement punis. William T, sur cette question. Je suis d'accord avec tout le monde et même avec le ministre de l'Intérieur. La difficulté, enfin, c'est ce qui est quand même fou, c'est que des gens français attaquent un bien public.
attaque un bien public donc qui appartient à tout le monde. Donc la personne qui a attaqué ça a attaqué son propre bien. C'est quand même fantastique. On arrive dans une époque où des gens sont capables de s'acheter à des fins politiques leur propre bien. Je pense qu'il faut les condamner sévèrement. Et ce qu'il faut, c'est retrouver rapidement les auteurs pour les envoyer rapidement en prison parce qu'ils sont nuisibles pour la société. Parce que, comme vous l'avez dit, on pourrait imaginer qu'ils n'ont pas leur tête. Mais quand on fait un acte comme ça, je pense que c'est un acte organisé, réfléchi à des fins de revendication politique. Mais on le répète, il s'agit bien évidemment d'une minorité, mais qui décrédibilise le combat de certains Français. On l'a vu, si on peut parler de combat, hier, qui ont défilé dans la capitale, dans d'autres villes de France également, 114 000 manifestants, dont 18 000 à Paris. Selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur, on les voit, ces Français, des Français contre le vaccin ou l'instauration du pass sanitaire. Alors qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils inquiets ? Pourquoi sont-ils méfiants ? Sans porter de jugement, nous avons tenté d'en savoir un peu plus sur certains de ces anti-vax ou anti-pass sanitaires qui, pour la plupart, ne commettent pas de telles infractions, n'incendient pas des centres de vaccination, pour tenter de comprendre leur position. Écoutez ce sujet signé Marion Bercher. À gauche, Marie, 62 ans, originaire du Loiret. À droite, Nadia, 57, de l'Essonne. Deux manifestantes venues exprimer leur ras-le-bol contre toutes les restrictions qui empiètent sur leur liberté, disent-elles. J'en ai marre de cette situation, de voir qu'on est en train de nous manipuler. On nous enlève notre liberté, toute notre liberté de faire nos choix. Leur choix ? Ne pas se faire vacciner. On a nos propres défenses immunitaires, moi j'ai pas envie de me faire vacciner. On n'est pas convaincu du vaccin. Le vaccin ne serait pas efficace selon elle. Actuellement le vaccin il prouve rien du tout, les gens sont toujours confinés, ont toujours le masque, sont de plus en plus contaminés. Pourtant, selon le ministre de la Santé, 96% des personnes contaminées et ayant développé des symptômes ne sont pas vaccinées. Mais cet argument ne les convainc pas et quand on leur demande où elles s'informent, sur Internet, je fais mes recherches sur Internet. Le seul à dire la vérité selon elle, Nicolas Dupont-Aignan. Ici, rares sont ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron. En revanche, ils sont nombreux à le défier. Jean-Pierre, par exemple, n'a pas peur du pass sanitaire. Il a tout prévu. Moi, ça ne m'empêchera pas de continuer à faire du sport, ça ne m'empêchera pas de continuer à faire mes activités. J'irai chez les petits commerçants, j'irai sur les marchés locaux, ça ne m'empêchera pas de continuer à vivre. Ils sont prêts à tout, pourvu qu'on leur laisse l'heure. Guillaume Vité, quel message souhaitez-vous leur apporter à ces Français hésitants, récalcitrants pour certains ? Vous savez, le dernier monsieur qui disait « mais je l'adapterai », à la limite c'est peut-être celui qui était le moins violent, puisqu'il disait simplement « j'irai dans les petits commerces, etc. » Il nous dit juste une chose, c'est quand on est vacciné et qu'on porte le virus, ça arrive, on est 4 fois moins contaminant que les autres. Donc, ça va même jusqu'à 12 fois moins. Alors 12 fois moins pour être contaminé et ensuite 4 fois moins pour le retransmettre derrière. Ça veut dire qu'on peut penser à soi, uniquement à soi, mais on peut aussi se dire qu'on a une responsabilité collective, qu'il y a une crise et que là c'est un problème de santé publique et que ce sacrifice terrible qui est... Alors forcément pour les complotistes c'est plus compliqué, mais c'est quoi l'alternative ? C'est-à-dire que des personnes qui contaminent les autres, on les met en examen pour homicide par imprudence ? Là par contre on aura des gens qui vont dire, là pour le coup, on est dans une folie sécuritaire. On est sur des restrictions qui sont en effet significatives, il ne faut pas le nier. Mais on parle d'acceptabilité dans l'autre sens. Ceux qui sont vaccinés, qu'est-ce qu'ils sont encore prêts à accepter comme restriction alors qu'eux ne courent pas de risque, qu'eux ne font pas prendre de risque aux autres ? C'est aussi ça la question. C'est aussi ça la question, c'est l'acceptabilité certes pour ces personnes-là, mais c'est aussi celle des vaccinés si la situation épidémique venait à se dégrader encore plus dans notre pays et que le gouvernement était amené à prendre des mesures encore plus restrictives. Mais le vaccin est la seule sortie de crise, donc il faut encourager les gens à se faire vacciner. C'est le seul moyen en fait de sortir de la crise sanitaire, économique et sociale que nous allons devoir affronter dans les prochaines semaines, prochains mois. La difficulté quand on regarde la sociologie de ceux qui ont manifesté et ceux qui sont opposés à la vaccination obligatoire, c'est qu'en fait on a retrouve la même sociologie que les gilets jaunes. Ce sont des gens qui sont les moins diplômés que la moyenne, principalement défiants par rapport au système politique, que ce soit n'importe quel gouvernement. Ils ne sont pas marginalisés néanmoins. Ne sont pas marginalisés. Ils votent principalement pour les partis. Et je pense que le gouvernement commet une erreur sur le point de vue de la méthode. Ce premier point, c'est le langage qui est employé. Quand on reprend les prises de position de Gabriel Attal notamment, il est en train de stigmatiser une partie de ces manifestants, alors qu'il faudrait plutôt les encourager à réconcilier la société pour leur proposer
auquel on peut juger, effectivement, c'est le Conseil d'État qui va s'exprimer dessus, que ça peut être une restriction de liberté disproportionnée au regard des objectifs à atteindre. Mais je pense que la seule sortie, notamment sur un point, c'est leur expliquer que d'une part, leur effet personnel, c'est rentable pour eux de se faire vacciner, et deuxième point, collectivement, c'est plus rentable de se faire vacciner que de ne pas se faire vacciner. Céline. Et de ce point de vue-là, je pense que la communication gouvernementale n'a pas été assez agressive parfois, mais dans le bon sens du terme, pas assez explicite. Parce qu'il y a des gens qui sont, voilà, les phobies aussi, ça existe. Et donc, ils sont difficiles à combattre. Et puis, il y a ceux qui, par nature, sont opposés à toute forme de contrainte de manière générale et dont on voit qu'effectivement, ce sont les extrêmes qui les accompagnent. Et je pense que certains politiques qui ont accompagné ces manifestations, avec des mots très durs qui ont circulé et des amalgames historiques inadmissibles, auraient bien été inspirés de rester chez eux. Parce qu'il y a de toute évidence une récupération politique qui a envie d'être faite de ces phénomènes. Mais une toute dernière chose, il s'est agi beaucoup de liberté dans ces manifestations. Moi, je dirais juste une chose. Si vous voulez retrouver la liberté, allez vous faire vacciner. Il y a eu 100 000 morts en France. On ne les aurait pas eus si on avait eu un vaccin à cette époque. Et je voudrais qu'on ne l'oublie pas, tous autant que nous sommes. Paul Melun, le gouvernement n'a pas encore trouvé les mots justes pour tenter de convaincre ces récalcitrants? En tout cas, ce n'est pas avec les mots de Gabriel Attal que ça va changer. Ce qu'il a dit n'était pas approprié. On va rappeler ce qu'il a dit. Il a expliqué dans le journal Le Parisien, aujourd'hui, une France laborieuse et volontariste qui veut mettre le virus derrière elle et travailler. Cette France-là, elle existe. Et il y a une frange capricieuse et défaitiste, très minoritaire, qui se satisferait bien de rester dans le chaos et l'inactivité. Et entre les deux, il y a des Français qui doutent, sincèrement, dit-il, et qu'il faut convaincre. Et vous voyez, j'aime pas les phrases qui commencent par « il y a une France » et « il y a une France ». Vous voyez, il y a une seule France et on ne peut pas commencer à dire qu'il y a des gens qui sont des capricieux, des gens qui ne comprennent pas. Vous savez, on a utilisé, j'étais assez d'accord avec ce que disait William sur la sociologie du mouvement, on avait eu un peu ce mépris, on avait balayé d'un revers de main les gilets jaunes en disant « écoutez, ces gens ne comprennent pas, 80 km/h, ça ne va pas changer leur vie, on verra après ». Refaire une santé sur cette crise. Et je trouve ça d'ailleurs assez pathétique de leur part. Et moi qui suis souverainiste, ils avaient tenté de le faire à l'époque des Gilets jaunes, ça n'avait pas forcément Ils avaient essayé, marché. Mais on voit les résultats dans les urnes. Guillaume Vilté sur cette question. Il y a un côté très médiocre à cette récupération. D'ailleurs, on a un sentiment qu'ils sont à l'affût de moindre incident pour pouvoir se précipiter dessus. Il y a quelque chose d'assez dérisoire dans tout ça. Moi, je vais défendre Gabriel Attal. C'est mon rôle. Vous êtes n'est pas les infantiliser. Oui, il y a un moment donné où il faut que les gens sachent que quand on ne se vaccine pas, on prend une responsabilité. Dedans, les Français ne sont pas des enfants, ce sont des citoyens. On peut penser qu'à un moment donné, il y a aussi dans cette répulsion par rapport au vaccin, je ne sais pas si on peut parler de phobie, si c'est une phobie dans ce cas c'est une maladie, il y a aussi quelque chose qui est irrationnel. Et qu'à un moment donné, il faut avoir des mots forts pour pouvoir vaincre l'irrationnel. On n'a pas de traitement, on n'a pas un suppositoire qui va nous permettre de guérir. La seule prévention, ce sont les gestes barrières qu'il faut préserver et la vaccination. Et on voit l'État, en ce moment, il y a quand même quelques personnes dans les services de soins qui ont le droit d'être en vacances. Et les autres sont totalement épuisés. Quand on décide qu'on peut être malade et que c'est pas grave, parce qu'à la fin de toute façon on ira à l'hôpital, oui c'est un peu irresponsable quelque part. Céline Boulay-Espéronnier. Oui, ceux qui sont réticents, on peut essayer de les convaincre. Mais ceux-là, ce sont des postures politiques. Donc ceux-là, on n'y arrivera pas. C'est 3,5% de la population. Et on a parlé de ça
tout le week-end. C'est-à-dire que c'est une fois de plus une confiscation du débat par une minorité que de toute façon on ne fera pas changer d'avis. Il me semble que Florent Philippot a déclaré qu'il était candidat à cette occasion-là. C'est une récupération politique totale. Peut-être Dupont-Aignan aussi d'ailleurs. Voilà, peut-être aussi. Ils vont se partager les voix. Moi je voudrais quand même qu'on parle du président de la République. Parlons-en. Si vous en êtes d'accord. Sur son allocution de lundi dernier. Parce que lui aussi, je me demande s'il n'est pas rentré en campagne à cette occasion-là. On l'a beaucoup commenté déjà depuis. Voilà, il a annoncé un certain nombre de choses et je ne sais pas si on peut rentrer dans ce débat-là tout de suite. Moi, j'en ai très envie. C'est que j'aurais aimé quand même qu'il y ait un débat national sur cette question. Oui. Cette question qui a quand même glacé les Français une fois de plus. Parce qu'il y a encore 10 jours, 15 jours, on nous disait... Partez en vacances l'esprit tranquille, il n'y a plus de contamination, tout va bien se passer, on en avait besoin. Et tout d'un coup, douche froide, on nous explique que la situation est catastrophique, que tout repart et que par conséquent, il va y avoir des contraintes drastiques. Moi, j'aurais aimé qu'on ait un débat au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat sur ces questions, qu'ensuite des annonces soient faites et ça aurait peut-être moins stressé toute une partie de la population qui s'est retrouvée de fait démunie par tout d'un coup cette nouvelle vague qui arrive. Et voilà, ça fait au moins un mois qu'on sait qu'il y a un variant Delta qui se développe. Donc on va discuter de ce nouveau projet de loi sur l'extension du pass sanitaire et de ses contraintes à l'Assemblée nationale et au Sénat mercredi. Mais franchement, on aurait dû avoir un débat de fond. Les parlementaires sont issus des territoires, donc ils auraient pu être les porte-paroles, les premiers porte-paroles des craintes des Français. Et peut-être qu'on n'aurait pas eu les Français dans la rue. Et toute dernière chose, justement, pour corroborer ce que je viens de dire, parce qu'il faut toujours citer un exemple, c'est qu'au départ, on nous a dit que le pass sanitaire sera mis en place à partir du 1er août. Et puis, toc, comme il y a eu les manifestations et que, à juste titre, les restaurateurs se sont mis à hurler et pousser des cris d'orfraie, le gouvernement est revenu dessus, comme souvent d'ailleurs, en disant finalement, ça sera au 15 septembre. Tout ça, ça donne souvent l'impression qu'il y a un peu une cacophonie qui pourrait être évitée avec un vrai débat. Pour tenter d'expliquer justement l'urgence et peut-être cette prise de parole du président de la République lundi dernier, c'est aussi parce qu'il y a urgence. On le voit sur ces modélisations réalisées par l'INSERM, ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines dans nos hôpitaux en fonction, justement, on en a beaucoup parlé à l'instant, de la cadence de la vaccination. La courbe verte, elle illustre, on en a parlé tout à l'heure, la situation la plus sombre. Si la vaccination s'arrête, ça ne sera pas le cas, mais la courbe bleue, c'est la courbe la plus réaliste qui suit quasiment la courbe verte. C'est si la tendance actuelle, elle se maintient. Dans les deux premiers cas, le pic d'hospitalisation de la troisième vague, il est dépassé à la mi-août. Mais même dans l'urgence, on ne fait pas en démocratie l'économie du débat public. Et je crois qu'Emmanuel Macron, les débats, il les fait après les crises. Il a fait le grand débat national après les Gilets jaunes. C'est malheureux. Non, mais là pour le coup, d'une part, encore une fois, il en est face à une crise qui est tout à fait patente. Là, vous nous dites, et j'entends cela, de dire, ça fait un mois qu'on entend parler du variant Delta, c'est exact, mais ça fait simplement quelques jours et quelques semaines qu'on sait qu'il est à ce point nocif. Il a une capacité à contaminer une fois 6 plus que le variant Alpha, qui lui-même était plus contaminant une fois 6 que le virus initial. On a aujourd'hui une explosion, le graphique qui était là est tout à fait évocateur, donc il faut prendre des décisions rapides. On va adapter. On a tout. Il y a une unité à avoir. Regardez la Grande-Bretagne, le hasard un peu taquin du sort fait que Boris Johnson est obligé de s'autoconfiner alors même qu'il annonce la libération, mais ils sont à 50 000 cas. Le ministre de la Santé ils sont à 50 000 cas. Aujourd'hui, on essaie de vivre le plus normalement possible, on s'adapte constamment, on a des gens qui veulent partir en vacances, d'aucuns voudront partir, je ne sais pas, en Grèce, à Corfou, avec leur brosse à dents, mais là, il doit aussi avoir un pass sanitaire parce que c'est ça qui permet de vivre à peu près normalement. On a été obligé de prendre des décisions rapides, qu'on adapte de façon... Moi, j'aurais préféré qu'on puisse avoir dès le 15 août, en effet, des restaurants qui mettent en œuvre. Après, il y a des questions pratiques qui sont là, on doit discuter. Oui, mais les questions pratiques, on va en parler. Il y a eu un foyer épidémique qui a été détecté au sein d'une boîte de nuit de la rive droite de Bordeaux. Le pass sanitaire, puisqu'on en parlait à l'instant, était obligatoire, mais les contrôles n'ont pas été bien effectués, expliquent plusieurs participants. Regardez ce sujet signé Clémence Barbier, on en parle juste après. Ce 9 juillet, près de 600 fêtards enflamment la piste de danse de ce club bordelais. Mais une semaine plus tard, au moins 21 personnes sont positives à la Covid-19. Pourtant, le pass sanitaire était bien obligatoire à l'entrée, mais sa vérification était très légère, selon une participante qui souhaite rester anonyme. Ils ne contrôlaient pas, en fait, on n'avait pas de mal, entre guillemets, parce que ils ne pouvaient pas savoir si vraiment ce QR code-là correspondait à la personne qui avait fait le test. Des contrôles de tests PCR ou de vaccination très aléatoires. Un autre jeune homme, présent lui aussi à la soirée, est positif depuis, nous le confirme anonymement. Alors, sur des amis qui sont arrivés un petit peu plus tard, non.
Apparemment, ils ne se sont pas fait contrôler sur les codes QR. Rapidement, les premiers cas positifs se déclarent sur les réseaux sociaux. C'est les gens entre eux qui en ont parlé et qui l'ont découvert sur Facebook. Moi, je ne savais pas avant qu'on m'en parle que beaucoup de personnes avaient été contaminées comme moi vendredi dernier, Contactés, les organisateurs n'ont pas répondu à nos sollicitations. Guillaume Vilté, cela pose la question des contrôles opérés par les établissements eux-mêmes. D'une part, oui, c'est leur fond. Pour l'instant, c'est les boîtes de nuit. Demain, ce sera les cafés, les restaurants. Mais on a eu une période où on avait des jauges dans les centres commerciaux. Je sais qu'il y a un débat sur les centres commerciaux. Et il faut qu'on en parle. Bien, mais il y avait des jauges qui étaient contrôlées. On a le gouvernement. Après, là, on parle non pas de contrôler les jauges, mais de contrôler chacune des personnes qui entrent dans un centre commercial. La nation, le gouvernement, mais c'est la nation qui a produit un effort considérable, collectif, avec le quoi qu'il en coûte, qui est un effort collectif, qui est un effort financier d'aide aux secteurs qui ont été impactés, et un effort individuel de chacun d'entre nous pour essayer d'avoir arrive dessus, passons ce moment-là, et au plus vite on le fera, et plus rigoureusement on le fera, plus vite on pourra se passer de ce type de mesures. William Tesch, chacun peut faire un effort. Juste un dernier point, excusez-moi. Juste un dernier. De contrôler les informations d'autres personnes privées. On est en train de changer le modèle de société, en fait, à travers ce débat sur la question du pass sanitaire. Moi, je pense qu'on a le choix. Après, les informations privées, il s'agit d'un QR code où il y a nom, prénom et date de naissance. Oui, mais c'est... On contrôle l'âge des gens qui vont les bars. Moi, je pense que la question du débat actuel qui a été posée lors des manifestations du 18 juillet, c'est un choix de modèle de société. Soit on choisit la question de l'efficacité et on met en place l'obligation vaccinale pour tous parce qu'on considère que c'est le seul moyen de sortie de crise, soit on choisit de respecter et d'améliorer l'efficacité, mais en respectant les valeurs fondamentales de la démocratie libérale, qui sont la liberté et l'égalité. D'ores et déjà avec l'instauration d'un pass sanitaire élargi. Comprenez que la fracture aurait été un peu plus grande si l'obligation vaccinale avait été décrétée. De ce que j'ai compris de ce que j'ai lu sur les manifestations du 7 juillet, les gens ne comprennent pas la question du pass sanitaire parce que ça crée une rupture, et c'est notre débat précédent, sur une France à deux vitesses. D'un côté, ceux qui sont vaccinés et de l'autre, ceux qui ne l'ont pas. Je pense qu'en France, la question de l'égalité, comme l'expliquait de Tocqueville, est très importante. Et on ne peut pas créer et fracturer la société. Et ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'Emmanuel Macron, ce qu'il fait, c'est qu'il polarise de plus en plus la société en faisant des discours de plus en plus anxiogènes. Quand on regarde les interventions du président de la République, on est inquiet à chacun des prises de position sur savoir ce qui va se passer dans un mois. Il a une façon de théâtraliser sa prise de parole plutôt que d'opérer sur des méthodes classiques de démocratie libérale à travers le Parlement notamment, parce que si effectivement il ne pouvait pas réunir tout le Parlement, il aurait pu au moins réunir les différents patrons, donc présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, et au moins les présidents de groupes parlementaires. Ils ont été consultés une semaine avant l'allocution présidentielle. Céline Boulay-Espéroni à ce propos. Là où je suis d'accord, c'est que je pense que la France est l'un des pays d'Europe où il y a plus de défiance vis-à-vis de la vaccination et le moins de confiance vis-à-vis de l'exécutif. Il faut se poser les bonnes questions. Depuis le début de la crise pandémique, il y a eu ce qu'on appelait les fameux stop and go, avec des politiques qui étaient mises en place. Et puis, juste après, on revenait. Vous vous souvenez de la fameuse attestation qui était une usine à gaz, sur laquelle il a fallu revenir et tout. On a l'impression que le président de la République annonce des choses de manière verticale, puis s'aperçoit après qu'il y a des choses qui sont mal ficelées. Alors, il transmet le bébé au Premier ministre, puis à Olivier Véran, et puis il s'aperçoit qu'il y a de la contestation dans la rue. Alors, il revient dessus. Et ça crée de la défiance. Et la défiance, c'est le manque de confiance. Et le manque de confiance, eh bien, ça aboutit à... juste un chiffre quand même que je tenais à rappeler qui est important, parce que les Français sont souvent souvent les otages de tout cela, mais cela dit, ils ont été exemplaires à mains égards durant toute cette crise. Et il faut le rappeler, et on le rappelle chaque jour. 7 Français sur 10 sont prêts à mettre, entre parenthèses, leur liberté individuelle au profit de la vaccination et de la santé d'autrui. Ça, c'est un chiffre qui est quand même très encourageant, et ce serait dommage de mettre à mal cette cohésion nationale avec des mesures qui seront mal ficelées. Voyez la fronde des restaurateurs, par exemple. Guillaume Vilté, puis Paul Melun. Je pense que c'est important, l'égalité, c'est même fondamental, la liberté individuelle aussi, évidemment, j'en suis dans les premiers défenseurs, évidemment. Mais le respect de la règle commune,
le respect de la règle qui protège d'abord le plus faible, c'est important aussi. Et quand on a... Mais regardez autour de nous. Regardez ce qui s'est passé dans les autres pays. Alors on peut toujours réécrire l'histoire 20 fois. La réalité, c'est que tout le monde s'est adapté au fur et à mesure. Et que les politiques de stop and go, elles ont été faites aussi pour faire en sorte de tenir les 3 plateaux qui était important de tenir. D'un côté, la réalité sanitaire qu'il fallait tenir, de l'autre côté, la réalité économique, et on sait qu'on n'est pas si mal sorti que ça par rapport aux autres, et enfin, j'allais dire, la réalité psychologique. Dans mon département, ce que me disent les soignants, c'est que le plus grand dégât qu'il y a eu, à part malheureusement des milliers de morts, c'était le fait qu'il y ait des enfants qui submergent les services de psychiatrie infantile parce qu'ils craquent. Donc on a voulu tenir tout ça. Oui, ça aboutit à des adaptations continues, ça aboutit aussi à parfois ce stop and go que vous décrivez, mais ça aboutit aussi qu'aujourd'hui il y a 300 maires qui disent que ce que fait le président, c'est pas si mal. C'est vrai que c'est une ligne de crête compliqué. Il y a de nouvelles restrictions pour tenter d'endiguer la propagation du virus, notamment dans les Pyrénées-Orientales. On l'a abordé dans le précédent journal avec Anne Maquignon. Si les professionnels de la restauration, ils accusent le coup, ils reconnaissent également que ces mesures sont nécessaires pour tenter de freiner la propagation du virus, du variant Delta notamment, tout en leur permettant de maintenir une certaine activité. Écoutez. On le prend un peu comme une possibilité de pouvoir continuer la saison sur le long terme, donc c'est un coup dur évidemment pour les bars, pour les restaurants un peu moins. Les professionnels ont fait beaucoup d'efforts pour pouvoir remettre en place une dynamique, pour pouvoir réaccueillir les clients dans de bonnes conditions, et c'est vrai que cette nouvelle vague est un peu une difficulté pour nous, mais bon, on continue à accueillir nos clients dans les Pyrénées-Orientales en toute sécurité. C'est le défi aujourd'hui, que cette reprise épidémique ne compromette pas la reprise économique. Mais bien sûr, et c'est pour ça qu'on va en parler et on amendera tant qu'il faut et toute la journée et une partie de la nuit s'il faut mercredi au Parlement ce projet de loi, parce qu'on devra mesure par mesure voir ce qui est de nature à freiner la reprise économique, la sécurité même, parce que quand on entend les restaurateurs, ils ont peur d'être confrontés à des gens qui ne sont pas d'accord pour produire leur carte d'identité, avoir accès. Ça pose des problèmes éthiques, ça pose des problèmes de sécurité, ça pose des problèmes moraux, des problèmes économiques. Enfin, on devra vraiment... Il faudrait différencier, c'est vrai qu'on a eu ce débat ici. Oui. Entre l'intérieur, l'extérieur, par exemple, les terrasses des restaurants, des cafés qui pourraient ne pas être concernés. Voilà, quelle est la différence entre quelqu'un qui est en terrasse et qui devra produire son passe sanitaire et quelqu'un qui passe devant, qui vient rejoindre un copain, qui reste 5 minutes, qui repart, qui fume sa cigarette. Enfin, tout ça, il va falloir le mettre en lumière, mais j'aurais aimé qu'on le fasse avant et que les annonces soient faites après, parce que rien de pire que de dire on revient sur un certain nombre de mesures, et c'est ça qui crée de la défiance finalement. Je pense que parfois il y a besoin aussi. J'écoutais Florence Ortelli, qui est ma voisine, puisque sa mairie est à 5 km de mon domicile, c'est à côté de ma circonscription, et qui disait qu'il fallait faire confiance aussi aux élus locaux. Moi, ce que je remarque dans cette tribune, encore une fois signée par... Il y a des horizons politiques très différents dans le droite, de gauche, la tribune. Il y a donc 323 maires, c'est qu'ils savent bien ce qui est opérationnel et ce qui ne l'est pas. Il faudra discuter. Moi, je suis d'accord avec vous sur le fait que le Parlement doit discuter de chacune des mesures. Parce qu'on est d'accord sur le principe. Parce qu'il faut être... Oui, donc il faut quelque chose qui soit opérationnel, qui soit le plus... Après, il y a une question de curseur. Est-ce que bien sûr, mais on fait un représentant d'établissement qui ne fait pas... C'est pas pousser le curseur un peu loin. Écoutez, moi, je trouve la sanction totalement disproportionnée. C'est peut-être un an de prison et 45 000 euros d'amende. Dans l'autre sens, vous parliez des terrasses. Là, on parlait des terrasses et juste avant, on a parlé de la difficulté pour les restaurateurs de demander aux uns et aux autres. Si jamais on commence à différencier les endroits, peut-être, mais c'est peut-être un débat à avoir, peut-être que c'est pas si malin que ça. Parce qu'à un moment donné, un établissement, c'est un établissement. Et qu'il ne va pas demander aux gens de sortir sur la terrasse qui est complète. Enfin bon, voilà. Il va falloir discuter sereinement. On a quelques jours pour le faire. Il y a une urgence, donc il faut le faire vite. Mais je suis sûr qu'on arrivera à un accord. En tout cas, 45 000 euros. Il faut faire vite. Eh bien, 45 000 euros d'amende, c'est disproportionné. 45 000 euros d'amende, 1 an de prison. Par exemple, 1 500 euros d'amende, peut-être une fermeture, même sûrement administrative, mais alors 45 000 euros... Non, mais enfin, je veux dire, ça crée de l'anxiété. Bruno Le Maire, ce matin, dans les colonnes du JDD, a expliqué que les sanctions devaient être dissuasives, mais pas excessives. Ah, il a raison. Alors là, en l'occurrence, je sais pas s'il a parlé avec l'exécutif. Un appel... Oui, non, mais alors après, si vous voulez, si on veut parler aussi un peu de politique, ce que fait là Bruno Le Maire, c'est aussi que je pense que ça va être la politique des petits pas. C'est-à-dire, le président de la République a mis l'impact avec son discours, a donné des mesures. Et il y a une négociation entre les ministres sur les mesures sanitaires. On sait que tout au long de cette crise sanitaire, il y a eu
des discussions parfois âpres entre Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, pour défendre leurs différents secteurs. Les discussions entre les ministres, c'est bien, mais notre République est plutôt bien faite. Maintenant, ça va passer en Conseil d'État, en Conseil constitutionnel, les sages, comme on dit, et j'espère que là, cette mise entre parenthèses des libertés, j'aime pas trop d'ailleurs cette idée, mais enfin bon, si on fait une mise entre parenthèses de nos libertés pour une situation exceptionnelle, cette parenthèse, elle doit avoir un début et une fin. Donc il va falloir borner les choses, encadrer. Effectivement, sur les actes du quotidien, on imagine assez mal la personne qui va vérifier le test, enfin qui va vérifier le pass vaccinal à l'entrée, elle-même surveillée par un policier. Enfin, vous voyez, un peu l'enchevêtrement de problèmes que ça peut créer. Il ne s'agit pas qu'il y ait à l'entrée de chaque bistrot de France une bagarre. Vous voyez, donc il y a aussi quand même, il faut avancer à petits pas. Et effectivement, la stratégie du bulldozer, telle que l'a fait Emmanuel Macron, ça a peut-être un intérêt, effectivement, du coup de pression, comme dirait Castaner. Demande de vaccination. Été mieux pris, même par les anti-vax, même par qui vous voulez, s'il y avait eu un vrai débat auparavant. Et là, je rejoins ce que vous disiez, un vrai débat parlementaire. Ça me paraît être le minimum, quand même. William T. Sur les différents points, moi, je pense. Il y a plusieurs éléments qui posent problème. La possibilité de licencier quelqu'un qui refuserait de se faire vacciner. C'est le premier point. Ce que vous avez évoqué sur la question des sanctions des patrons d'entreprises qui refuseraient de contrôler les personnes à l'entrée. Et après, moi, ils ne sont pas obligés de se faire vacciner. Ils peuvent faire un test. Bon, après, ça peut être une usine à gaz, PCR ou antigénique. C'est compliqué avec le non-remboursement. C'est compliqué avec le non-remboursement. Oui. Et après, moi, je pense qu'il y a un troisième point. Quand on compare les autres pays, notamment Allemagne, Royaume-Uni, il n'y a aucun pays qui a pris le même dispositif que nous. C'est pour ça que je pense qu'on a un entre-deux, et c'est le sens du en même temps, qui n'est pas le bon sens. Soit on laisse ouvert comme les autres pays, parce que c'est un chemin qui est suivi collectivement dans l'Union européenne, parce que dans l'Union européenne, les frontières sont ouvertes. Après, par exemple, deuxième point, ce qui est fait aujourd'hui au Royaume-Uni, Boris Johnson, sa politique du Freedom Day, alors même que la situation épidémique est inquiétante, elle est discutée également là-bas. C'est un choix de faire primer l'économie sur la santé. C'est un choix on peut être contre, on peut être pour, mais en tout cas, c'est un choix de politique publique. Moi, je pense que si Emmanuel Macron mise sur la question de la santé, la seule réponse qui est viable, ce qui est posé et qui apporterait la réconciliation à toute la société, c'est l'obligation vaccinale. C'est le seul moyen. Guillaume Vuilletet. Je reviendrai une seconde sur les peines de... Si on ne demande pas sa carte d'identité à quelqu'un qui peut paraître être mineur dans un lieu de débit de boisson, il encourt 15 000, je crois que c'est jusqu'à un an de prison et 150 000 euros d'amende. Enfin, je sais plus, j'ai un doute par rapport à l'amende, mais en tout cas, ça va très très loin. Ça va très très loin comme truc. À chaque fois, il y a des peines qui sont données. Je rappelle que ce sont des peines maximales, évidemment. C'est le juge qui apprécie quand il y a besoin. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il n'y a pas un seul. Encore une fois, il n'y a pas qu'un seul principe. On ne va pas privilégier que la santé. On a 3 plateaux à rebâtir en équilibre: la santé, l'économie et l'état socio-psychologique de la population et de la société, pour éviter que les gens s'effondrent. Et liberté. Et incidemment, la liberté. C'est pas faux. Un grand plateau. Vous avez raison, il y a des libertés. Non, mais je faisais que compléter. On est complètement d'accord sur le principe. D'ailleurs, entre nous, on a un débat qui est totalement apaisé. On ne se saute pas à la gorge. On est d'accord sur le principe. Mais justement, dans cette crise, on a vu que souvent, les choses étaient, les mesures étaient mal mises en application. Elles étaient mises de façon encore une fois des territoires. Et donc, on a l'impression, mais souvent on a eu l'impression, et encore une fois, je ne suis pas dans l'attaque permanente, je veux dire, on est d'accord sur le principe, ce n'est pas Emmanuel Macron qui a inventé le virus et tout, mais je décide, je dispose et le Parlement exécute et les élus locaux derrière, ils rament. Et après les mobilisations sociales, on fait un grand débat. Un dernier mot. Je rajouterais juste un dernier point, c'est sur la question de la méthode. Pourquoi les autres pays étaient moins bien que la France, pourquoi est-ce que leur atteinte de vaccination de première dose et de vaccination complète serait plus importante? Notamment au Royaume-Uni, ils sont à 70% de vaccination en première dose et 53% de vaccination complète. Ils ont accaparé sur l'Allemagne, ils sont à 60 morts aussi. Sur l'Allemagne, ils sont à 60-46. C'est pour ça que je pense que la méthode n'est pas la bonne. Certes, ça arriver aux alentours de 65%. Ça crée un effet psychologique immédiat, mais est-ce qu'à long terme on atteindra les 90% de vaccinés, parce qu'on est en train de polariser la société en deux? C'est le défi aux États-Unis, c'est le défi en Israël, c'est le défi au Royaume-Uni, parce qu'on arrive tous à un plafond vaccinal. Merci à vous 4. Désolé, c'est la fin de cette émission. Merci à tous, merci à vous pour ce débat argumenté, passionnant. Le débat va se poursuivre, vous l'avez compris, au Parlement, après la présentation du projet de loi en Conseil des ministres demain, puis qui vont débuter à l'Assemblée nationale. Ce sera à partir de mardi. Je vous donne rendez-vous, Guillaume Vuilletet, et quant à vous, bien évidemment, vous pouvez suivre la boucle de nuit avec Anne Maquignon qui va vous être présentée d'ici une petite quinzaine de minutes. À tout de suite.